Salam alaikum, mes chers étudiants. On aborde le chapitre 6, intitulé Dimensionnement des éléments. On aborde le cas des éléments comprimés. Donc, on a vu déjà les éléments tendus, traction, qui sont soumis à une traction simple. Maintenant, on aborde le cas des éléments soumis à une compression simple. Donc, comme introduction, on va désigner c'est quoi les éléments comprimés. Donc, on va expliquer ça. Les éléments comprimés, donc c'est des composants structuraux, mais qui sont soumis uniquement à des efforts normaux de compression. Donc, il n'y a pas de flexion, il n'y a pas une autre sollicitation à part la compression. Donc, la compression est considérée comme une compression centrée, c'est-à-dire un effort de compression appliqué dans le CDG de la section, c'est-à-dire suivant l'axe euh, longitudinal de l'élément, par exemple un poteau, donc son axe longitudinal. Ceci donc peut décrire les poteaux dans les conditions de chargement particulières. C'est vrai, donc c'est quelques exemples, donc on peut donner quelques exemples de poteaux qui sont soumis à des sollicitations de compression simple. Mais il fait référence en général aux barres comprimées, par exemple, à extrémités articulées que l'on trouve dans les fermes. Les fermes, c'est les poutres en treillis, donc les plus grandes poutres à treillis, et les poutres à treillis simples, et ainsi que les éléments de contreventement. Donc, s'ils sont soumis à des moments fléchissants significatifs, c'est-à-dire de grande valeur, en plus des charges axiales, ces éléments sont appelés poutres poteaux. Ici, on donne l'exemple d'une poutre à treillis en N. Donc, en N, les éléments tendus, c'est les éléments d'une grande épaisseur, donc de grande épaisseur. Et les éléments comprimés, c'est les montants, par exemple. Les montants, qui sont soumis directement à l'action de la charge en bleu. Donc, la charge verticale qui est dirigée vers le bas. Donc, c'est un cas d'éléments comprimés donc dans une poutre à treillis. On peut trouver aussi les éléments de contreventement. Donc ces éléments de contreventement comme l'élément hada, en croix. Généralement, cette barre est soumise à la compression centrée. Donc ce cours a pour sujet les éléments comprimés. Par conséquent, ça concerne très peu de poteaux réels, car donc les constructions généralement, on trouve des poteaux qui sont soumis à des efforts de compression excentrés. Et du coup, donc il y aura un moment fléchissant en plus du moment de l'effort normal de compression. Donc, le fait que la plupart des éléments comprimés en acier sont assez élancés, quand on parle d'élancement, l'élancement des éléments, c'est les éléments qui ont une faible épaisseur, une faible largeur, une faible dimension transversale par rapport à la dimension longitudinale. Et c'est la cause principale du flambement des poteaux et tous les phénomènes d'instabilité élastique qu'on va citer tout à l'heure. Donc, le phénomène de flambement n'affecte pas généralement les poteaux courts dits trapus. Donc, un poteau court, généralement, lorsqu'on diminue la dimension longitudinale d'un poteau, et on aura donc les dimensions longitudinales qui se rapprochent progressivement des dimensions transversales. Ces éléments sont dits courts ou trapeux. Donc, le calcul est conduit en ne tenant compte que de la résistance des poteaux à la compression sans tenir compte du flambement. Et donc, ça va être mené comme on a vu le cas des éléments tendus. Et vous allez voir par la suite comment on peut vérifier un élément de poteau court. Alors, toujours donc concernant les poteaux courts, des poteaux courts ou trapus ont un élancement très faible, de telle sorte qu'ils ne sont pas affectés par un flambement global. Et donc, il n'y aura pas de flambement, il y aura un écrasement, il y aura une perte de résistance par plastification des sections. Et généralement, dans ce cas,
la résistance à la compression de l'élément est dictée par la résistance à la compression de la section transversale, qui est fonction de la classification de la section. C'est vrai. Pour les sections donc de classe 1, 2 et 3, qui sont insensibles au voilement local à ce niveau de la charge axiale. Et donc, la résistance à la compression de calcul est prise égale à la résistance plastique de calcul de la section, c'est-à-dire le NCRD, c'est le N plastique RD qu'on a vu dans le cours de traction, élément tendu, A fois FY sur gamma M 0. Donc, on doit vérifier que l'effort appliqué, l'effort extérieur, donc de compression, est inférieur ou égal à N plastique RD, qui est l'effort résistant. Pour les sections transversales de classe 4, donc le voilement local dans une ou plusieurs parois de la section transversale empêche d'atteindre la charge d'écoulement plastique, c'est-à-dire on ne peut pas atteindre directement N plastique et pour cela, la résistance à la compression de calcul est limitée à la résistance au voilement local et la résistance au voilement local est décrite comme suit. Donc A efficace fois Fy sur gamma M1. Donc A efficace est donné dans un tableau qui précise comment calculer donc, les dimensions, déterminer les dimensions, tout ce qui est R de la section, donc de classe 4, ainsi que les inerties, les modules d'élasticité, ainsi de suite. Donc A efficace, c'est l'aire de section transversale efficace déterminée selon l'article 535. Également, donc, il faut voir également le référence voilement local. Pour les poteaux élancés en acier, donc, quelle est l'origine des phénomènes d'instabilité élastique? Le calcul d'une structure exige que, sous toutes les combinaisons d'actions possibles, définies réglementairement, la stabilité statique soit assurée, tant globalement au niveau de la structure qu'individuellement au niveau de chaque élément. Donc, on doit assurer la stabilité de chaque élément ainsi que la stabilité statique de toute la construction. Donc, les actions développent diverses sollicitations qui génèrent des contraintes au sein du matériau et des déformations des éléments. Il s'agit donc, afin de garantir le degré de sécurité souhaité, de vérifier que les contraintes et les déformations restent en dessous des limites admissibles. D'accord? Donc, c'est ça ce qu'on doit faire, ce qu'on doit garantir pour assurer une certaine sécurité qui est souhaitée, bien sûr, de tous les éléments. Donc, il y a deux cas de figure qui se présentent. Il y a le cas des petites déformations. Donc, tant que l'on reste dans le domaine des petites déformations, on admet que les sollicitations ne varient pas ou varient peu sous l'effet des déformations. Donc, s'il y a de petites déformations, les déformations n'influent pas sur les sollicitations auxquelles sont soumis les éléments de la construction, donc surtout des constructions métalliques, ce qui conduit simplement à vérifier que la contrainte reste inférieure à la contrainte de ruine. Par contre, dans le cas de grandes déformations, comme celle du flambement des poteaux, par exemple, ce qu'on va voir tout à l'heure, dans ce cas, les déformations modifient considérablement les sollicitations. C'est-à-dire, on a des sollicitations et lorsqu'on a des phénomènes de déformation, de grandes déformations, il y a une influence de ces déformations sur les sollicitations. C'est-à-dire, les déformations peuvent induire donc des sollicitations qui les ont initiées et nécessitent des calculs spécifiques. Donc, il y a une augmentation des sollicitations. Il y a même l'apparition de quelques sollicitations. Par exemple, vous allez voir, dans le cas du flambement, qui est causé par une action d'une force de compression centrée, vous allez voir qu'il y a une sollicitation de flexion qui s'ajoute à la compression suite à la déformation qui est le flambement. Donc l'apparition de déformations importantes dans certaines pièces peut survenir. Dans le domaine élastique, oui, il y a ces déformations importantes, peuvent être dans le domaine élastique comme celle du flambement, justement.
lorsque la corrélation linéaire effort-déformation n'est plus vérifiée. Donc, il n'y a pas une corrélation linéaire entre effort et déformation. C'est-à-dire l'augmentation de la déformation et l'augmentation la sollicitation ou de l'effort ne sont pas en corrélation, c'est-à-dire il y a une déformation qui augmente plus qu'un effort ou un effort qui augmente plus qu'une déformation. Donc il n'y a pas de corrélation, donc elle n'est plus vérifiée. Donc les déformations augmentant plus vite que les efforts appliqués. C'est ça le problème qui est très grave lorsqu'il y a une augmentation des déformations qui se fait rapidement, c'est-à-dire d'une façon accélérée par rapport à l'augmentation des efforts appliqués. Et ça peut aussi, donc l'apparition de ces déformations peut survenir dans le domaine élastoplastique lorsqu'il y a écoulement plastique, ça c'est connu. Donc les grandes déformations affectent les zones comprimées des pièces qui peuvent présenter 3 types de comportements caractéristiques dénommés phénomènes d'instabilité qui sont, on va les citer donc, il y a le flambement qui est le sujet de notre cours, donc qui affecte les barres simplement comprimées, qui sont ce qu'on appelle le flambement simple. Et il y a aussi le cas du flambement flexion qui affecte les éléments comprimés et fléchis, et qui est très très dangereux. Donc, dans ce cours, on va s'attaquer au flambement simple. D'accord? Le déversement aussi, c'est un phénomène d'instabilité élastique, mais il affecte les semelles comprimées des pièces fléchies, c'est-à-dire on peut différencier déjà le flambement et le déversement. Le flambement est causé par l'existence d'un effort de compression, alors que, donc c'est une sollicitation normale de compression, alors que le déversement, il est causé par l'existence d'une flexion. Et il affecte les semelles comprimées. Les semelles comprimées. On a dit que l'ennemi numéro 1 des éléments métalliques, c'est la compression. Et lorsqu'il y a une augmentation de la contrainte de compression dans les semelles comprimées, ça peut mener à un déversement. Donc, je vais vous montrer quelques figures qui peuvent vous permettre de voir la différence entre flambement et déversement. Le voilement est aussi un des phénomènes d'instabilité élastique, mais celui-ci, il affecte les âmes des pièces fléchies. Le voilement, c'est un cours que vous allez voir en Master 1 généralement. Donc, ça ne va pas être un cours qui va être traité dans le programme de 3e année génie civil. L'étude de phénomènes d'instabilité élastique est particulièrement importante en construction métallique, car ils sont très fréquents du fait de l'utilisation d'éléments minces. Et c'est ça, c'est la minceur des éléments. Il y a une épaisseur très 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 faible par rapport aux autres dimensions transversales ou même surtout par rapport à la dimension longitudinale. D'accord? Et ce qu'on appelle grand élancement. Parce que l'élancement est calculé, l'élancement géométrique est calculé comme le rapport de la longueur totale de l'élément sur l'épaisseur la plus faible de l'élément. Nous nous proposons donc d'examiner dans ce chapitre un de ces phénomènes d'instabilité qui est le flambement sous son aspect théorique, expérimental et réglementaire. Alors, comme prévu, donc, je vous ai parlé tout à l'heure des différents types d'instabilité élastique, de phénomènes d'instabilité élastique. Donc, on commence par la photo de gauche qui décrit justement un poteau. Vous voyez qu'il est soumis à 2 forces centrées. Et ça, c'est la position non déformée. Et là, vous remarquez la position déformée du poteau. Ça, on l'appelle flambement. Alors, dans la photo de droite, c'est le phénomène de déversement. C'est le deuxième phénomène d'instabilité élastique qu'on va étudier, Inch'Allah, la flexion des éléments, donc dimensionnement des éléments fléchis. Alors, on remarque donc une poutre qui est simplement appuyée et qui est soumise à une charge verticale.
Ça, c'est la position non déformée de la poutre. Et ça, c'est la position déformée. Donc, vous remarquez que la poutre déverse à un certain moment. Donc, ça, c'est un autre phénomène d'instabilité élastique qui peut affecter les éléments fléchis. Juste pour comprendre encore mieux le déversement, vous remarquez ici un système de poutres qui a déversé. Donc, vous remarquez que carrément, hein, carrément, les poutres se sont renversées parce qu'elles étaient donc une position verticale. Donc, l'âme est devenue, vous remarquez, horizontale. Hein, donc, les deux semelles, voici les deux semelles. Donc, alors que la position initiale, c'était une position déformée. Vous remarquez ici le démarrage du déversement. Donc, cette partie est restée donc plus ou moins non déversée. Le fait qu'elle se rapproche, qu'elle est proche de l'appui. Mais entravée, vous remarquez que toute la poutre s'est renversée. Ça, c'est le déversement. En ce qui concerne le voilement global, donc ça, on l'appelle voilement. Voilement de l'âme. Il affecte les âmes des poutres fléchies. Et ça va être un cours du Master 1, Inch'Allah. Merci pour votre attention. Donc, on se voit dans une vidéo qui va décrire encore plus donc, le flambement et on va étudier le flambement théoriquement. Merci.